Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, je m'appelle Patrick Lévy. Nous allons donc envisager ensemble l'équilibre acido-basique. Ce cours présente les notions fondamentales de régulation du pH et les bases de fonctionnement, à la fois en ce qui concerne les différents tampons de l'organisme, le fonctionnement de la ventilation et le fonctionnement rénal. L'équilibre acido-basique est appelé également homéostasie du pH et nous verrons que c'est une des fonctions essentielles de l'organisme. Le pH, qui est en fait l'abréviation de potentiel hydrogène, est défini dans une solution, comme vous le savez, par sa concentration en ion H+, et donc le pH est égal à moins log de cette concentration d'ion H+. La concentration d'ion H+, dans l'organisme est très faible par rapport à d'autres ions. Et pour donner une valeur numérique, dans le plasma artériel, cette concentration est égale à 0,00004 milliéquivalents par litre, ce qui est évidemment beaucoup plus faible que par exemple la concentration du sodium d'environ 135 milliéquivalents par litre. D'où viennent ces ions H+? Les ions H+, viennent de deux sources. D'une part, de l'ionisation des molécules d'eau en des ions H+, et des ions OH-, et d'autre part, de molécules qui vont libérer des ions H+. Comme vous le savez, une molécule qui libère des ions H+, est un acide, et on peut donner un exemple qui va évidemment être au centre de l'équilibre acide-base, qui est l'acide carbonique. Cet acide carbonique est issu de l'interaction entre l'eau et le CO2 dans l'organisme. Le CO2 est donc le produit du métabolisme cellulaire. Et ce CO2 va réagir avec l'eau pour donner de l'acide carbonique qui lui-même va se dissocier en un anion H+, et un ion bicarbonate. Comme vous le savez, chacune de ces étapes est une étape réversible, et nous verrons que selon l'augmentation de l'un ou l'autre composant dans ces différentes réactions, le sens de ces transformations va se modifier. La concentration des ions H+, peut se modifier, et ceci va notamment être réalisé sous l'effet de ce que nous appelons des bases. Donc ces molécules vont faire baisser la concentration en H+, en se combinant avec les ions H+, qui sont libres. Et c'est le cas des molécules qui libèrent des ions OH-, ces ions H- se combinant avec les ions H+, pour donner de l'eau. Comme nous le verrons, d'autres bases, comme l'ammoniac, NH3, peuvent fixer un ion H+, et ceci va produire un ion ammonium, qui est également une façon d'éliminer des ions H+, par exemple au niveau urinaire. Une solution va être caractérisée par son pH, et on sait que si le pH est inférieur à 7, la solution a une concentration en H+, qui est supérieure à 1 fois 10-7 molaires, et donc est considérée comme acide. Inversement, si le pH est supérieur à 7, la solution a une concentration en H+, qui est inférieure à 1,10-7 molaires, et est considérée comme alcaline ou basique. Le pH normal de l'organisme, au niveau extracellulaire, est de 7,40, ce qui correspond à une concentration d'H+, d'environ 40 nanomoles par litre. Et le pH plasmatique va en fait varier à l'état de base entre des valeurs assez resserrées, 7,38 et 7,42 au repos chez l'homme normal. Cependant, des variations du pH plasmatique vont survenir. Elles vont survenir de façon physiologique, par exemple au cours de l'exercice, ou bien très fréquemment en pathologie au cours de différents processus, par exemple infectieux. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que des pH inférieurs à 7 ou des pH supérieurs à 7,8 sont totalement incompatibles avec la vie.
Bien sûr, le pH d'autres fluides que le sang peut être, comme vous le savez, être très différent. On peut donner deux exemples. L'un qui est le pH des sécrétions gastriques, qui peut être égal à 1. L'autre qui est le pH urinaire, qui va varier de façon très importante selon les différents sites de l'arbre urinaire et du rein, entre 4,5 et 8,5. Pour ce qui concerne le pH intracellulaire, il est en fait variable d'un tissu à l'autre, mais va être globalement proche de 7, ce qui signifie que la concentration d'ion H+ est nettement supérieure à ce qui existe au niveau extracellulaire, environ 100 nanomoles par litre de concentration d'ion H+. Alors l'une des questions importantes, c'est pourquoi dans l'organisme, et globalement chez les organismes vivants, la concentration d'ion H+ est si étroitement régulée comme nous allons le voir. Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première est que toute une série d'éléments structurels intra- et extracellulaires sont extrêmement sensibles au pH. C'est le cas des protéines intracellulaires, des enzymes et des canaux membranaires. Et ceci est lié au fait que le pH peut modifier la structure tertiaire des protéines et donc, de ce fait, modifier très sensiblement l'activité de ces protéines. Le deuxième élément important de régulation du pH est le fait que les variations de pH vont pouvoir modifier spécifiquement l'excitabilité neuronale. Pour être très simple, on peut dire que l'acidose, quelle qu'en soit l'origine, va plutôt avoir tendance à diminuer l'activité des neurones, et donc, notamment au niveau du système nerveux central, créer ce qu'on appelle une dépression du système nerveux central, une hypoactivité. Inversement, l'alcalose, quelle qu'en soit l'origine également, va plutôt provoquer une hyperexcitabilité neuronale et provoquer, là aussi, des anomalies significatives du système nerveux central. La troisième raison est que les modifications des ions H+, de leur concentration, ne sont évidemment pas dissociées de l'équilibre général ionique, et on sait que lorsqu'il existe des modifications de la concentration d'ion H+, il existe des modifications des ions potassium. Schématiquement, du fait de ces échanges proton-potassium, au niveau de l'acidose, il existe au niveau du rein une excrétion des ions H+, et de ce fait, une réabsorption des ions potassium. Et lorsqu'il existe une alcalose, le rein va par contre réabsorber des ions H+, mais excréter des ions potassium. Ce déséquilibre potassique qui peut survenir en cas de modification de l'équilibre acido-basique, et donc de la concentration d'ion H+, est important puisqu'il est potentiellement associé à des troubles de l'excitabilité cellulaire et en particulier des troubles cardiaques. Quelles sont les sources de base et d'acide? La règle générale, et qui est assez importante, est que l'ingestion et la production d'acide par le métabolisme de l'organisme sont plus importantes que celles des bases. Et globalement, le fonctionnement de l'équilibre acido-basique, c'est une excrétion d'acide par l'organisme. Quelles sont les entrées d'acide? Beaucoup d'intermédiaires du métabolisme et beaucoup d'aliments ingérés sont en fait des acides organiques qui, en sionisant, vont apporter des ions H+. On peut dire que c'est le cas, par exemple, des acides aminés, des acides gras et des produits du métabolisme anaérobie. Par ailleurs, il existe éventuellement en pathologie des accumulations très importantes d'acides aigus qui peuvent dépasser les capacités d'adaptation de l'organisme. Pour donner un exemple, on peut avoir une accumulation d'acide lactique lors d'un choc cardio-circulatoire ou lors d'une décompensation d'une maladie diabétique,
une accumulation d'acide cétonique qui entraîne ce que nous appelons une acidose métabolique. La source la plus importante d'acide est en fait la production de CO2 qui est liée au métabolisme aérobie. En effet, le CO2 va se combiner avec l'eau, comme nous l'avons déjà vu, pour former de l'acide carbonique, H2CO3, et cet acide carbonique va lui-même se dissocier pour produire des ions H+. Cette production d'acide carbonique H2CO3 se fait à vitesse lente, mais elle va être catalysée dans certaines cellules par une enzyme qu'on appelle la dhydrase carbonique. Cette production d'ions H+, à partir de CO2 et d'eau, est la source d'acide nettement la plus importante. Et pour chiffrer cette production, elle est d'environ 12 500 milliéquivalents chaque jour. Il est évident que si cette quantité d'acide était dissoute dans le volume plasmatique, cela entraînerait une concentration d'ions H+, de l'ordre de 4000 milliéquivalents par litre, alors que nous n'avons vu qu'elle est que de 0,00004 milliéquivalents par litre, soit une différence de 10 puissance 8. Ceci implique nécessairement que le CO2 devra être éliminé de l'organisme et donne un rôle que nous allons voir très important à l'élimination pulmonaire du CO2. L'entrée de base correspond à des apports alimentaires et à un certain nombre d'éléments métaboliques, et comme nous l'avons vu, ces éléments sont relativement limités. Quelques anions sont susceptibles de générer des ions bicarbonate. Par voie de conséquence, l'essentiel de l'équilibre acide-base va reposer sur l'élimination des excès acides. Très schématiquement, l'adaptation de l'organisme au changement de pH va dépendre de trois mécanismes. Le premier est ce que nous allons décrire comme les systèmes tampons. Le deuxième est donc la ventilation. Et le troisième est la régulation rénale concernant les ions H+, d'une part, et les ions bicarbonate, d'autre part. Alors, il faut comprendre qu'il existe une chronologie de la mise en œuvre de ces différents systèmes, et bien évidemment, comme leur nom l'indique, les systèmes tampons sont la première ligne de défense, avec comme objectif de limiter de grandes variations de pH. L'augmentation de la ventilation va correspondre à une réponse rapide, très importante quantitativement, qui va prendre en charge près de 75% des perturbations de l'équilibre acido-basique. Quant aux reins, ils sont plus lents dans leur mise en œuvre, mais nous allons voir qu'ils prennent en charge toutes les perturbations résiduelles du pH. Ceci est donc le schéma général de fonctionnement. Les entrées d'acide sont donc liées à des apports en acides gras, en acides aminés, à la production de CO2 et à des acides qui, à l'état physiologique, sont en quantité relativement limitée, comme l'acide lactique ou les acides cétoniques. Les acides gras, les acides aminés sont donc les apports alimentaires. Le CO2 ou les autres acides sont liés au métabolisme. Et l'ensemble correspond à un pH plasmatique étroitement régulé entre 7,38 et 7,42. La première ligne de défense est donc constituée par les différents tampons que nous allons voir dans le détail. Le bicarbonate dans les liquides extracellulaires, les l'hémoglobine et les phosphates dans les cellules, et puis les phosphates et l'ammoniac dans l'urine. Les deux autres éléments de régulation vont donc être la ventilation qui va permettre d'éliminer du CO2 et de l'eau, et les reins qui vont permettre d'excréter des ions H+, et l'ensemble correspond à la sortie d'ions H+, à l'élimination d'ions H+, et donc à un élément d'équilibre avec la quantité d'apport. Ces différents systèmes tampons, comme leur nom l'indique, ne vont pas empêcher le changement de pH. Leur objectif est en fait d'en limiter essentiellement l'amplitude. Donc la plupart des tampons de l'organisme vont avoir comme fonction de fixer des ions H+. Ces tampons, comme nous l'avons vu, sont de deux ordres, d'une part intracellulaires et d'autre part extracellulaires. Les tampons intracellulaires sont surtout les protéines, les ions phosphate, HPO4 2-, et l'hémoglobine.
Le tamponnement des ions H+ par l'hémoglobine va libérer dans le globule rouge un ion bicarbonate qui va, en s'échangeant avec un ion Cl-, gagner le plasma et constituer un des éléments du stock de bicarbonate au niveau plasmatique. Les tampons extracellulaires sont justement les bicarbonates produits par le métabolisme du CO2 et vont constituer le système tampon extracellulaire de loin le plus important de l'organisme. Le système CO2 HCO3-, système tampon des bicarbonates, est un système tampon qu'on va appeler ouvert. Alors cette nature ouvert est définie par le fait que le pouvoir tampon, qu'on va appeler ici bêta, est relié de façon linéaire avec la masse des ions bicarbonate. Plus la concentration bicarbonate augmente, plus le pouvoir tampon va être important. La concentration d'ions bicarbonate dans le secteur plasmatique est d'environ 24 milliequivalents par litre, alors que, nous l'avons déjà vu, la concentration d'ions H+ est beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,00004 milliéquivalents par litre. Qu'est-ce qui explique cette différence? C'est en fait la fixation des ions H+ par l'hémoglobine. Les bicarbonates plasmatiques vont donc être disponibles pour tamponner les excès d'ions H+ d'origine métabolique. C'est la réaction CO2 plus H2O égale acide carbonique, lui-même donnant naissance par dissociation à H+ et HCO3-, qui va régir le fonctionnement du système tampon. Si le CO2 augmente, la réaction que nous venons de voir va se déplacer vers la droite, avec donc plus de production d'acide carbonique et une augmentation résultante des taux d'H+ et d'HCO3-. Dans cette situation, il n'y a pas de mise en jeu particulière du système tampon, car pas de fixation des ions H+, et pas de formation en excès d'acide carbonique. Si on ajoute maintenant des ions H+ dans le secteur plasmatique, créant donc une acidose, les bicarbonates plasmatiques vont agir comme tampons et l'équation va se déplacer vers la gauche. À l'équilibre, une partie des ions H+ ajoutés a été tamponnée par les bicarbonates, et donc la quantité d'H+ reste élevée, mais beaucoup plus modérément qu'initialement. La quantité de bicarbonate a diminué, et CO2 et H2O ont augmenté. En théorie, ceci devrait correspondre à une augmentation de CO2. En fait, dans ce cas, l'augmentation de CO2 n'a pas lieu, car il survient une augmentation immédiate de la ventilation. Quelles sont les relations qui existent entre la ventilation et le pH? Le principe est que tout changement de la ventilation va modifier profondément l'équilibre acido-basique. Si l'on prend l'exemple de ce qu'on appelle l'hypoventilation, c'est-à-dire une baisse de la ventilation alvéolaire. Lorsqu'on diminue la ventilation alvéolaire, on augmente la pression partielle en CO2, PCO2, et donc le CO2 qui lui correspond, qui est le CO2 dissous. Ceci va déplacer l'équation vers la droite avec une augmentation des ions H+. Si maintenant on réalise une hyperventilation, une augmentation de la ventilation alvéolaire, le sujet va donc éliminer plus de CO2 et va ainsi diminuer sa pression partielle en CO2, la PCO2. L'équation va se déplacer vers la gauche, augmentant l'acide carbonique, diminuant ainsi les ions H+, et augmentant donc le pH. Les modifications de ventilation liées et
influents sur le pH sont indiqués ici. On a donc un système de contrôle de la ventilation qui est schématiquement situé au niveau de ce qu'on appelle les chémorécepteurs aortiques et carotidiens et au niveau du système nerveux central, ce que nous appelons les chémorécepteurs centraux. Comme nous le verrons juste après, les éléments qui sont perçus par ces récepteurs neuronaux ne sont pas identiques. Les chémorécepteurs aortiques et carotidiens vont détecter directement les variations de la concentration d'ion H+, de même qu'ils vont d'ailleurs détecter les variations d'oxygène. Les chémorécepteurs centraux vont être, eux, sensibles au CO2. Et ces différents chémorécepteurs vont augmenter l'activité des nerfs moteurs respiratoires, augmenter l'action des muscles ventilatoires et augmenter la respiration avec comme résultante une diminution de la PCO2 plasmatique et donc de la concentration du H+ plasmatique avec une augmentation résultante du pH. Si l'on regarde dans le détail comment la ventilation permet de réguler le pH, elle va donc être ajustée par l'intermédiaire des deux stimuli, la concentration du H+ et la PCO2. Les chémorécepteurs aortiques et carotidiens sont donc stimulés par l'augmentation de la concentration plasmatique du H+. Il s'agit d'une stimulation par les chémorécepteurs aortiques et carotidiens des centres respiratoires bulbaires. Et la résultante est une augmentation de la ventilation avec une élimination de plus de CO2 et une transformation des ions H+ en acide carbonique H2CO3. Pour ce qui concerne les chémorécepteurs centraux situés au niveau du tronc cérébral, les ions H+ ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Et donc ces chémorécepteurs centraux vont être sensibles aux variations de pH par l'intermédiaire du CO2, puisque les variations de pH modifient la PCO2 et le CO2 va donc stimuler les chémorécepteurs centraux. Cette stimulation chémosensible des chémorécepteurs périphériques, aortiques et carotidiens, et des chémorécepteurs centraux va permettre de répondre à toute modification du pH et du CO2 plasmatique. Le rein a un rôle très important sur le pH, quantitativement moins important que la ventilation, puisque les reins ne vont prendre en charge que 25% environ de la compensation, et prendre en charge en fait ce que les poumons n'ont pas réalisé. Ils le font de deux façons, en excrétant ou en réabsorbant des ions H+, en augmentant ou en diminuant le taux de réabsorption des ions bicarbonates. Voici très schématiquement les zones du rein où il existe une régulation de l'équilibre acide-base, c'est-à-dire où il existe des modifications de l'excrétion et ou de la réabsorption des ions H+, et des ions bicarbonates. Ceci a lieu au niveau du tube contourné proximal et au niveau de la partie distale du tubule, comme nous le verrons. Lorsqu'il existe une acidose métabolique, les ions H+ vont être sécrétés dans la lumière tubulaire en utilisant un transport actif direct et indirect. Les ions H+ peuvent effectivement être excrétés dans la lumière tubulaire où ils vont éventuellement se combiner à HPO4-2-. Les acides aminés peuvent, dans la cellule tubulaire, se combiner avec les ions H+ et être excrétés sous forme d'ions NH4+. Par ailleurs, les ions bicarbonates vont être réabsorbés au niveau du capillaire péritubulaire, ce qui permet également d'augmenter le pH en réponse à cette acidose métabolique. Ce schéma de la cellule tubulaire comporte à gauche la lumière et à droite le capillaire péritubulaire et représente les différents transports que nous venons d'évoquer. Sur la gauche, on voit donc
la sécrétion d'ion H+. Cet ion H+, est issu de la dissociation de l'acide carbonique sous l'effet de l'anhydrase carbonique qui existe dans la cellule tubulaire. Cet ion H+, va pouvoir être excrété tel quel ou se combiner avec HPO4 pour former H2PO4-. Par ailleurs, le bicarbonate qui a été produit va pouvoir être réabsorbé au niveau du liquide extracellulaire puis du capillaire péritubulaire. Enfin, la combinaison des acides aminés avec l'ion H+, produit NH4+, qui lui-même va pouvoir être excrété dans l'urine. En réponse à une alcalose métabolique, les ions bicarbonate vont être excrétés et les ions H+, réabsorbés, ce qui va tendre à diminuer le pH. Globalement, la mise en œuvre de ces compensations rénales des anomalies métaboliques est relativement lente et elle peut parfois prendre près de 48 heures avant d'être véritablement perceptible. La réabsorption des bicarbonates, les ions HCO3- vont majoritairement être réabsorbés au niveau du tubule proximal. Les ions H+ sont également excrétés à ce niveau et nous allons voir sur la figure suivante les voies principales de réabsorption et d'excrétion. On voit ici l'existence d'un échange par contre-transport au niveau de la partie apicale de la cellule du tube proximal, c'est-à-dire en haut à gauche, sodium contre proton. Il existe également une réabsorption des bicarbonates par cotransport au niveau de la partie basolatérale, qui va permettre la réabsorption du bicarbonate au niveau du capillaire péritubulaire. Enfin, le NH4+, qui a été produit à partir de la glutamine dans la cellule tubulaire, va permettre une excrétion au niveau de la lumière tubulaire et également contribuer à la réabsorption de bicarbonate par cotransport avec le sodium également. Enfin, il existe au niveau de la partie distale du tubule un contrôle de l'excrétion acide. Ceci a lieu au niveau des canaux collecteurs corticaux, des tubules connecteurs et des tubules collecteurs initiaux. Et à ce niveau, il existe des cellules spécialisées dites intercalaires. Ces cellules sont riches en anhydrase carbonique et comportent soit des H+ ATPases, soit des ATPases échangeant H+ contre potassium. Enfin, les bicarbonates vont être mobilisés par des contre-transports bicarbonate-chlore. Les cellules de type A vont intervenir en cas d'acidose plasmatique, alors que les cellules de type B vont être activées en cas d'alcalose. On voit ici le fonctionnement de la cellule intercalaire de type A, qui va donc être mobilisée en cas d'acidose plasmatique. Il existe une excrétion active d'H+, soit isolément, soit comme nous l'avons vu, par échange avec un ion K+. Les bicarbonates vont, eux, être échangés par un contre-transport avec le chlore. Enfin, dans cette situation, il existe une réabsorption de potassium spécifique au niveau de la membrane basolatérale de la cellule tubulaire intercalaire de type A. Les cellules intercalaires de type B interviennent dans le cas de l'alcalose plasmatique. Dans cette situation, les bicarbonates et le potassium vont être excrétés, alors que l'ion H+ va être réabsorbé. Comme on le voit, l'ATPase H+, ou l'ATPase permettant d'échanger H+ et K+, les deux sont situés au niveau de la membrane basolatérale de la cellule tubulaire et vont avoir comme fonction d'augmenter la concentration du H+ dans l'espace interstitiel et la réabsorption au niveau du capillaire péritubulaire. Dans le même temps, le bicarbonate produit va pouvoir être échangé au niveau de la partie apicale de la cellule avec la lumière tubulaire contre un ion Cl-.
Les déséquilibres de l'équilibre acido-basique surviennent lorsque les tampons que nous avons vus vont être mis en difficulté par un excès d'acide ou de base. En effet, les tampons, la ventilation et l'excrétion rénale prennent en charge ces variations de pH plasmatique, et lorsqu'il va exister une accumulation importante d'ion H+ ou d'ion H-, on va avoir une déviation de la valeur du pH en dehors des valeurs normales que nous avons vues, c'est-à-dire en dessous de 7,38 ou au-delà de 7,42. Ces perturbations sont soit une acidose, soit une alcalose, mais elles sont aussi caractérisées par leur cause primaire. Elles peuvent être soit respiratoires, soit métaboliques. La nature respiratoire va provenir d'une modification quantitative de la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une hypo ou d'une hyperventilation. La nature métabolique provient, elle, d'une accumulation d'acide ou de base qui n'a pas d'origine ventilatoire. Lorsque les tampons de l'organisme sont dépassés, il ne va rester que la compensation respiratoire ou bien la compensation métabolique qui puisse être mise en jeu. On a ici un tableau schématique de l'ensemble des déséquilibres de l'équilibre acido-basique que nous détaillerons par la suite. On a donc les différentes conditions, acidose respiratoire, acidose métabolique, alcalose respiratoire, alcalose métabolique, et les différentes variables qui nous permettront de caractériser ces désordres, la pression partielle de gaz carbonique dans le sang circulant, la concentration d'ion H+, le pH et les bicarbonates. L'acidose respiratoire va donc se caractériser par une augmentation de la pression partielle de CO2, par une augmentation de la concentration d'ion H+, par une baisse du pH et par une augmentation de la concentration de bicarbonate, qui va être en fait la réponse rénale au désordre respiratoire. L'acidose métabolique se caractérise par une baisse de la concentration de bicarbonate, une augmentation de la concentration de H+, et une baisse du pH. Et comme vous le voyez, la PCO2 va être normale ou diminuée, et ceci correspond à une compensation respiratoire quasi instantanée qui limite en fait les changements de pression partielle de CO2. Pour ce qui concerne l'alcalose respiratoire, pour différentes raisons que nous verrons par la suite, la pression partielle de CO2 va être diminuée. Ceci va donc diminuer la concentration d'ion H+, augmenter le pH, et nous verrons que la compensation respiratoire est à l'origine d'une baisse de la concentration de bicarbonate. L'alcalose métabolique, elle, associe une augmentation du pH et une augmentation de la concentration de bicarbonate. Il y a donc évidemment une baisse de la concentration d'ion H+, et la PCO2 est normale ou augmentée, et là encore, une compensation respiratoire quasi instantanée va limiter considérablement les changements de PCO2. L'acidose respiratoire, elle survient donc quand une diminution de la ventilation alvéolaire va conduire à une accumulation de CO2 et donc à une augmentation de la pression artérielle de CO2 qui reflète le CO2 dissous dans le sang circulant. Quelles sont les causes? Elles sont extrêmement nombreuses, je les ai ici résumées. C'est bien entendu la dépression respiratoire sous l'effet de médicaments ou de drogues. C'est aussi l'augmentation des résistances à l'écoulement dans les voies aériennes et les bronchopneumatiques chroniques obstructives, qui sont des maladies respiratoires chroniques très fréquentes, ont, lorsqu'elles sont dans des formes graves, la possibilité de réaliser une hypoventilation alvéolaire et donc une acidose respiratoire, notamment lors des défaillances aiguës de la maladie. Ce peut être aussi une réduction de la zone d'échange pulmonaire, ce que nous appelons les maladies restrictives pulmonaires, la déformation thoracique et la chirurgie d'exérèse pulmonaire lorsqu'elle est trop importante par exemple. Ce sont aussi les maladies neuromusculaires qui touchent les muscles respiratoires éventuellement et certaines formes d'obésité. Quelle que soit la cause de cette acidose respiratoire, les modifications de l'équation générale que nous avons précédemment vue
sont les suivantes. On a donc une augmentation de la quantité de CO2 qui va entraîner une augmentation de l'acide carbonique, une augmentation de la concentration du H+, et une augmentation de la concentration de bicarbonate. Donc la caractéristique de cette acidose respiratoire, c'est bien à la fois une baisse du pH et une élévation du taux de bicarbonate plasmatique HCO3-. La réponse à cette acidose respiratoire, c'est une compensation rénale qui va se faire par une excrétion accrue des ions H+, et une augmentation de la réabsorption d'ions HCO3- d'ions bicarbonate. Et ces deux mécanismes, en fait, tendent à diminuer et à tamponner les ions H+, et donc à augmenter le pH. C'est ce qu'on voit ici représenté sur ce diagramme simplifié qu'on appelle le diagramme de Davenport. Ce diagramme est en fait constitué d'une abscisse qui est le pH, d'une ordonnée qui est la concentration en bicarbonate, en milliéquivalent par litre, et de ces courbes iso-CO2 qui sont représentées ici par des valeurs en millimètres de mercure de 20 à 120. Donc comme vous le savez, la valeur normale ici en position X correspond à un pH de 7,40, à une pression artérielle en CO2 de 40 mm de mercure et à une concentration de bicarbonate de l'ordre de 24 milliequivalents par litre. On a ici représenté deux étapes. La première étape est le désordre respiratoire lui-même, quelle qu'en soit la cause. La deuxième étape est la compensation rénale. Le désordre respiratoire correspond, comme vous le voyez, à une augmentation plus ou moins brutale de la pression artérielle en CO2, le déplacement du point X vers le point rouge. Ceci s'associe à évidemment une baisse du pH très importante, ici de l'ordre de 7,40 à 7,20, et à une augmentation modérée des bicarbonates liée à la seule augmentation de la quantité de CO2. Ceci va donc s'installer en un temps plus ou moins important, de façon plus ou moins aiguë. La compensation rénale va donc correspondre à une augmentation de la concentration de bicarbonate, avec une augmentation de la réabsorption de HCO3-. Ceci va permettre d'augmenter le pH sans forcément le normaliser. Et on voit ici qu'au point Y, on est avec un pH qui est intermédiaire, mais qui n'est pas tout à fait normalisé. Cette compensation rénale va être, comme vous le savez, lente par rapport au désordre respiratoire initial. L'acidose métabolique va survenir quand les entrées d'ions H+, d'origine nutritionnelle ou provenant du métabolisme, sont supérieures à l'excrétion de ces ions. Les causes sont multiples, j'en ai ici mentionné quelques-unes. L'acidose lactique, qui survient de façon physiologique lors d'un exercice, mais qui peut survenir de façon beaucoup plus pathologique dans d'autres situations. L'acidocétose, qui est une manifestation d'un diabète décompensé. L'ingestion de substances exogènes riches en ions H+, et la perte importante de bicarbonate lors par exemple d'une diarrhée massive. Quelle que soit la cause, on va retrouver des modifications schématisées sur cette équation. La baisse de bicarbonate et l'augmentation d'ions H+, vont donc augmenter la production d'H2CO3, et on va avoir une augmentation de CO2 plus de l'eau. Et donc la caractéristique de cette acidose métabolique, c'est qu'il existe à la fois une baisse du pH et une baisse du taux de bicarbonate plasmatique, ce qui va bien sûr distinguer cette acidose métabolique d'une acidose respiratoire, ce que nous avons vu précédemment. En fait, il devrait survenir dans cette situation, comme on le voit sur cette équation, une augmentation du CO2, mais ceci va être prévenu, compensé par une hyperventilation immédiate. Et par ailleurs, sur le plan rénal, il existe également une excrétion d'ions H+, augmentée et une réabsorption augmentée d'ions bicarbonate. L'alcalose respiratoire, c'est le résultat d'une hyperventilation qui ne résulte pas d'une augmentation de la production métabolique de CO2. Il existe donc une baisse de la concentration de bicarbonate, une baisse de la concentration d'ions H+, et de façon résultante, une baisse du CO2. La caractéristique est donc l'élévation du pH
et une baisse du taux de bicarbonate plasmatique, ce qui signe la nature respiratoire de l'alcalose. Les causes sont toutes les situations d'augmentation d'origine respiratoire, qu'elles soient aiguës ou chroniques, donc les maladies respiratoires aiguës ou chroniques qui font suffisamment augmenter la ventilation, l'anémie ou les autres anomalies du transport de l'oxygène et l'exposition à l'altitude. La compensation rénale est donc la seule possible et on a une excrétion accrue des bicarbonates avec moins de réabsorption au niveau du tubule proximal et une sécrétion au niveau du tubule distal. Il existe également une réabsorption des ions H+, dans la partie distale du néphron, comme nous l'avons vu. Si l'on schématise l'alcalose respiratoire sur le même diagramme que précédemment, le diagramme de Davenport, on a ici donc toujours notre position X normale, et le premier déplacement est donc, du fait de l'hyperventilation, un déplacement sur cette ligne rouge ventilatoire, avec un abaissement de la pression partielle de CO2, un abaissement très modéré de la concentration de bicarbonate, et donc une augmentation du pH. La compensation rénale est une compensation qui se traduit par une diminution de la concentration de bicarbonate et qui va permettre plus ou moins complètement de normaliser le pH. L'alcalose métabolique est le résultat d'une diminution de la concentration d'ion H+. Les causes sont multiples, notamment les médicaments ou des vomissements très importants. On a donc une diminution de la concentration d'ion H+, et une augmentation de la concentration de bicarbonate, et ceci va se traduire théoriquement par un abaissement du CO2. On retrouve effectivement cette élévation des ions bicarbonate qui est évidemment présente par nature dans l'alcalose métabolique, mais comme tout à l'heure, la compensation respiratoire est rapide et elle entraîne une augmentation rapide mais limitée de la pression artérielle en CO2. Et par ailleurs, il existe une excrétion des ions bicarbonate et une réabsorption des ions H+. Que faut-il retenir de l'ensemble de ce cours? Eh bien, la première chose à retenir, c'est que le pH de l'organisme, et en particulier le pH plasmatique, est régulé étroitement, car des modifications de pH vont pouvoir affecter le fonctionnement des protéines intracellulaires, des canaux membranaires et des enzymes. Et nous avions pris comme exemple l'impact des modifications de pH sur le système nerveux central, avec une hypoexcitabilité en cas d'acidose et une hyperexcitabilité en cas d'alcalose, de même que les troubles associés, notamment le déséquilibre du potassium du fait des échanges proton-potassium qui peuvent entraîner des perturbations de l'excitabilité cardiaque. Les entrées d'acide sont prédominantes dans l'organisme. Elles le sont du fait de la production de métaboliques d'acide organique. Elles le sont surtout du fait de la production de CO2 par le métabolisme, qui est la source majeure des ions H+. Les systèmes tampons vont comprendre des molécules qui limitent les variations de pH en se combinant avec des ions H+, ou en libérant des ions H+. Les tampons intracellulaires comprennent les protéines, les ions phosphate et l'hémoglobine. Le système bicarbonate-acide carbonique constitue le système tampon extracellulaire le plus important de l'organisme, et c'est un système ouvert, c'est-à-dire que l'augmentation progressive de la concentration d'ion bicarbonate va permettre d'augmenter linéairement le pouvoir tampon. Le rôle de la ventilation est fondamental. Toute modification du CO2 dissous dans le secteur plasmatique, qui est reflétée par la pression artérielle en CO2, va modifier la concentration des ions H+. Plus de CO2 entraîne plus d'ions H+, et inversement. Ce sont les chémorécepteurs centraux, stimulés par les modifications de CO2, et les chémorécepteurs périphériques, stimulés par la concentration d'ions H+, qui vont informer les centres respiratoires du tronc cérébral et permettre d'augmenter la ventilation. C'est environ 75% de la réponse de l'organisme pour maintenir l'équilibre acido-basique. Le rôle du rein, le rein va donc prendre en charge les 25% restants de la compensation nécessaire pour ajuster l'équilibre acido-basique.
Il va intervenir en excrétant ou en réabsorbant des ions H+, et en modifiant la quantité d'ions bicarbonate réabsorbés. Les ions H+, quand ils sont excrétés dans la lumière urinaire, sont tamponnés par de l'ammoniac et ou des ions HPO4 2-. Les lieux de régulation de la concentration des ions H+, et des ions bicarbonate sont d'une part le tubule proximal, et d'autre part la partie distale du néphron où on a des cellules, dites cellules intercalaires, qui sont des cellules spécialisées dans cette régulation, mises en jeu selon les variations du pH plasmatique. Les troubles de l'équilibre acido-basique peuvent être d'origine respiratoire ou métabolique. L'acidose respiratoire, qui correspond à une diminution de la ventilation alvéolaire avec une accumulation de CO2, peut être due à une dépression de la respiration, quelle qu'en soit l'origine, à une maladie respiratoire chronique ou neuromusculaire et à certaines formes également d'obésité. Ceci se traduit par une baisse du pH et une augmentation des ions bicarbonate. La compensation est rénale par une excrétion des ions H+, et une réabsorption des ions bicarbonate. L'acidose métabolique, qu'on va retrouver dans le diabète décompensé, lors de la prise de substances exogènes, lors de la perte de bicarbonate éventuellement, se traduit par une baisse du pH et des ions bicarbonate. La compensation est une réponse ventilatoire quasi immédiate et une réponse rénale plus tardive. L'alcalose respiratoire correspond à une augmentation de la ventilation alvéolaire avec une diminution du CO2 dans le sang. Ceci peut être dû à une maladie respiratoire aiguë ou chronique, à une anomalie du transport d'oxygène ou par exemple lors de l'exposition à l'altitude. L'alcalose respiratoire se traduit par une augmentation du pH et une baisse des ions bicarbonate. La compensation est rénale par une réabsorption des ions H+, et une excrétion des ions bicarbonate. L'alcalose métabolique, qu'on peut retrouver dans le cas de la prise de certain nombre de médicaments ou lors de vomissements importants, se traduit par une augmentation du pH et des ions bicarbonate. La compensation est une réponse ventilatoire sous forme de réduction de la ventilation alvéolaire ou hypoventilation quasi immédiate et d'une réponse rénale plus tardive.